Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des novices de la transition écologique. Ici, on reprend tous les sujets de zéro pour comprendre les enjeux principaux des prochaines années et déconstruire certaines idées reçues grâce aux interventions d'experts et d'entrepreneurs. Découvrez des initiatives, des innovations, des leviers à actionner au quotidien pour vous inspirer et améliorer votre impact personnel sur l'environnement. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous êtes sympa, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Big Shift, je reçois à distance Benjamin Demolien. Benjamin, tu te définis comme un éco-aventurier. Alors, tu es passé de la Silicon Valley à la simplicité, à la sobriété, au zéro déchet. Est-ce que tu peux te présenter ? Merci Xavier pour cette opportunité et avec grand plaisir. Écoute, moi c'est Benjamin Demolien, j'habite à Marseille, j'ai grandi en Bretagne. J'ai fait une école d'ingénieur, plutôt généraliste, suivie d'une école de commerce. Après, j'ai pas mal travaillé effectivement dans le digital et les médias à l'étranger, donc en Asie, en Afrique, en Europe et puis aux États-Unis, à San Francisco. J'ai passé 2 ans dans la Silicon Valley pour une start-up parisienne qui s'appelle Agorize, qui fait des hackathons, des compétitions de développeurs. Donc j'étais vraiment dans le dur de la tech et du digital. Et là-bas, j'ai eu un peu une révélation, on pourra revenir là-dessus, parce que moi j'ai toujours été un passionné d'aventure et de nature, et j'ai entendu des chiffres qui m'ont choqué sur la pollution plastique dans les océans, ce qui m'a fait rentrer en France, m'associer au projet Plastic Odyssée, en devenir cofondateur pendant 3 ans, puis lancer récemment, depuis 1 an maintenant, le projet que je porte aujourd'hui, Expédition Zéro. Ok, qu'est-ce que c'est Expédition Zéro ? Alors, Expédition Zéro, c'est à la fois des aventures sportives itinérantes pour lesquelles je respecte autant que possible 3 règles, 3 zéros. 0 impact carbone, 0 déchet, 0 matériel neuf. Et c'est également des défis citoyens, ou plutôt éco-citoyens, que je propose sur les réseaux sociaux, qui sont souvent simples et amusants, pour donner envie au plus grand nombre de s'intéresser à l'écologie et passer à l'action. Et le dernier défi, ou le premier plutôt, mais que je continue à porter aujourd'hui et que j'ai lancé, s'appelle Nettoie ton kilomètre, avec le hashtag Nettoie ton KM, lancé au début du 2e confinement en novembre et qui est devenu plutôt pas mal viral. Ouais, j'en ai entendu parler. Je voulais savoir, donc tu es passé donc de job vraiment dans le digital, tu as changé complètement d'axe. C'est quoi les chiffres qui t'ont fait dire qu'il fallait que toi, tu prennes en main ce changement ? Alors moi j'étais dans le digital à San Francisco et au-delà de ça, j'ai grandi au bord de la mer en Bretagne, j'ai passé beaucoup de temps au bord de la mer, je suis un fan de sport de glisse et à San Francisco, je passais quand même une bonne partie de mon temps libre à faire du surf, du kite et un peu de voile. Et un jour, c'est des chiffres que j'avais déjà un petit peu entendus, mais je les avais j'avais jamais vraiment pris le temps de les écouter. On m'a dit, bah ouais, tu sais combien il y a de plastique qui se déverse chaque minute dans l'océan? Et en fait, quand j'ai appris ce chiffre de 19 tonnes par minute, donc l'équivalent du contenant d'un camion poubelle, comme on peut les voir dans nos rues, ou du poids de 3 éléphants qui se déversent dans l'océan, bah ce chiffre, il m'a mis une grosse claque. Et en partant de ce chiffre, j'ai remonté le fil pour arriver à des données comme il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan en 2050 et des histoires de 7e continent, tout ça, je pense que maintenant c'est des chiffres et des données qui sont assez connues. Et ben en remontant tout ça, j'ai eu une vraie prise de conscience en me disant mais c'est fou, j'aime la nature, ce qui m'épanouit et m'émerveille au quotidien, c'est ça, et pourtant je la protège pas du tout, je la consomme plus qu'autre chose. Et alors il est temps d'essayer de changer.
OK. Alors effectivement, ces chiffres, ils viennent de la fondation Ellen MacArthur. Mmh. J'invite, tous les auditeurs à aller faire un tour sur ce site qui est très bien fait et qui donne de très bonnes estimations et ordres de grandeur sur la pollution et notamment la pollution, plastique. Tout Et à donc en fait. fait, tu as fait ton virage écologique, je dirais, avec une réalisation sur le plastique et c'est ce qui t'a fait rentrer, sur le projet de Plastic Odyssey. Voilà, exactement. Donc j'ai quitté la Silicon Valley, on était début 2017. En rentrant en France, je me suis dit: «Je veux m'investir dans la cause». J'ai cherché des projets dans la protection de l'environnement et forcément, de fil en aiguille, je suis allé vers ce qui m'attirait, à savoir la protection des océans contre la pollution plastique et j'ai rapidement rencontré Simon et Alexandre qui lançaient ce projet Plastic Odyssey, tout juste sorti des bancs de l'école. Et donc je les ai aidés, puis on a décidé avec eux et avec Bob qui a rejoint le projet en même temps que moi, de s'associer pour, faire vivre et faire grandir cette grande aventure d'une expédition maritime autour du monde sur un navire un peu ambassadeur du recyclage et de la réduction des déchets plastiques, le tout adressé à des économies émergentes, donc avec des technologies simples et libre de droit. Et donc, plus concrètement, l'idée, c'était d'avoir ce bateau, de le faire, tourner à la pyrolyse de plastique et donc de faire un carburant, créé à partir de déchets et puis après de mettre des plans en open source aux endroits où vous débarquiez pour aider à réduire la pollution, plastique et le déversement des plastiques dans les océans, c'est ça? Alors effectivement, l'idée de base, c'était de partir faire le tour du monde et de s'arrêter un peu partout le long des côtes les plus polluées, de ramasser une partie du plastique pour la transformer en carburant via la pyrolyse et d'utiliser le reste pour d'autres usages comme du recyclage pour faire des matériaux de construction, tout en ayant un bateau qui fonctionne au zéro déchet. Mais le projet a un peu évolué et notamment la pyrolyse pour faire avancer le navire a été abandonnée. En tout cas, moi, quand j'ai quitté l'aventure, parce que je l'ai quitté fin 2019, l'idée de faire avancer le bateau à la pyrolyse n'était plus vraiment d'actualité. D'accord. Et c'est, une des raisons pour laquelle tu es parti ou? Alors non, non, c'est pas ça. C'est des questions de vision et un peu peut-être de pas forcément de valeur, mais voilà, de personnalité par rapport aux autres cofondateurs. Mais il y a aussi plusieurs choses qui, qui me qui me convenaient pas. C'est peut-être un peu fort le terme parce que le projet est quand même super intéressant, mais qui me frustrait, dirais-je. C'est notamment qu'au fur et à mesure du projet, on se rendait bien tous compte que la technologie n'allait pas résoudre le problème. On a tendance à vouloir s'en remettre aux ingénieurs parce qu'on invente des choses qui résoudent des problèmes et ça fait un peu rêver tout le monde. Mais on se rendait bien compte que la solution passerait notamment et peut-être principalement par le changement des comportements. Et moi, j'avais très envie d'agir à cette échelle sur le changement des comportements, sur construire et raconter des nouveaux récits. Donc il y avait un peu ça qui montait en moi et qui me faisait dire que j'aimerais bien avoir un projet moins techno et plus humain. Et aussi, pendant ces 3 années presque avec Plastic Odyssey, bah, j'ai découvert d'autres facettes de la protection de l'environnement et du problème écologique, comme le réchauffement climatique, la surconsommation, la pollution de l'air et des sols, la chute de la biodiversité. Et j'avais envie de toucher à autre chose que simplement la pollution plastique, même si c'est un gros problème et Mmh. il est important, bien évidemment. OK. C'est intéressant parce que on nous dit beaucoup, «La technologie nous sauvera pas», mais on a souvent tendance à imaginer du coup des technologies, big data super compliquées, de l'intelligence artificielle et en fait ce que tu dis toi c'est, bah, même la low tech, qui peut passer pour de l'artisanat je dirais, très peu émetteur de GES ou d'autres impacts environnementaux. Heu, Toi tu dis que même ça en fait c'est pas suffisant quoi? Oui, je pense que c'est nécessaire, hein. Je dis pas du tout que c'est inutile.
notamment dans ces économies qui n'ont pas toujours forcément accès à de la high-tech comme chez nous. Je pense que c'est nécessaire. Et de toutes les façons, c'est de la débrouillardise, ça veut dire qu'assez naturellement, on se simplifie certaines tâches par de la low-tech quand on n'a pas les moyens d'aller vers la high-tech. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Mais oui, pour moi, ça ne suffira pas, que ce soit la high-tech ou la low-tech. Le plus important, c'est le changement de nos idéaux, de nos objectifs de vie, de ce qu'on définit être le succès, de ce qu'on définit être le confort, de ce qu'on définit être utile et être nécessaire pour bien vivre. Voilà, c'est vraiment revoir notre approche de l'évolution, notre approche de la résilience, du, du vivant, ce genre de choses. Et ça passe pour moi par des changements de comportement et par des nouvelles histoires. Il faut des nouveaux récits, il faut des nouveaux rêves. Et c'est ça le plus important, c'est quand on aura changé les mentalités. Donc pour moi, le changement des mentalités, c'est la clé absolue de ce combat qui est très complexe, qui est très long, mais qui est vital pour la survie de notre espèce et de bien d'autres espèces. Mmh. Donc là, le mot qui est un peu en dessous de tout ce que tu dis, c'est la sobriété finalement. Que notre indicateur de succès, au lieu d'être un PIB ou un indicateur économique, que ça doit être effectivement changer nos mentalités sur ce qui nous rend heureux, sur ce qui nous fait réussir. Et donc cette sobriété, c'est un peu ton mantra principal, notamment avec ton expédition zéro. Concrètement, comment est-ce qu'on fait un effort de sobriété en tant qu'individu, et toi, comment tu le fais tous les jours avec ton projet? Alors oui, effectivement, c'est bien ça. C'est mon expédition zéro. Le sous-titre que je lui ai donné, c'est l'aventure vers la sobriété. Donc D'accord. bien, ouais, c'est ça. Donc on est en plein dedans. Euh, pour moi, cette prise de conscience de sobriété, ça a commencé il y a quelques années en regardant le reportage qui s'appelle Minimalisme sur je sais plus quelle plateforme. Et voilà, minimalisme, simplicité, sobriété, tout ça, ça va ensemble de mon point de vue. L'idée, c'est juste de faire moins, mais mieux. Et c'est clairement la clé pour moi de la résilience de notre espèce. Alors comment aller vers ça c'est un peu un process de dépollution, j'ai envie de dire. On a été gavé de biens de consommation, on a été gavé d'idéaux comme quoi il faut posséder et il faut acquérir de plus en plus de biens, de plus en plus complexes pour s'élever dans notre société. C'est un peu ça qu'on voit, hein, sur un parcours de vie. Tu pars de, je sais pas moi, tu pars de tes jouets, puis tes jouets ils sont de plus en plus gros, puis t'acquiers une voiture, une maison, puis peut-être deux. Puis en fait, on a toujours, c'est des marqueurs de réussite aujourd'hui, la possession et la consommation. Mais en fait, on se retrouve on est inondé par la consommation, on est inondé par le bien matériel. Et ça nous rend d'une part pas heureux et deuxièmement c'est dévastateur pour notre planète. Donc c'est vraiment un processus il faut réfléchir avant d'acheter quelque chose. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux l'acquérir non pas neuf mais seconde main? Est-ce que je peux le troquer? Il y a tout un process de questionnement pour euh, pour repenser notre désir et nos besoins de consommation. Et moi, je le matérialise, ou en tout cas, je l'illustre à travers ce que j'aime le plus dans la vie et ce qui m'est le plus cher. C'est pas des biens de consommation, mais c'est des expériences, des aventures. Et lors de ces aventures, je m'impose la règle du zéro matériel neuf, qui du coup m'oblige à réfléchir en amont de mes aventures, que ce soit en vélo, en rando, en stand-up paddle, en ski ou que sais-je, à repenser mon rapport avec les produits. Donc, est-ce que j'ai Mmh. besoin d'acheter des bâtons de marche alors que je vais les utiliser une ou deux fois dans l'année? Ce genre de choses. Donc, c'est mon outil de dépollution, entre guillemets. D'accord. Donc les 3 zéros de ton expédition, c'est? C'est zéro matériel neuf, zéro déchet et zéro impact carbone. L'idée n'étant pas d'être zéro, parce que je suis pas un extrémiste et c'est pas cette écologie-là que j'ai envie de promouvoir, mais c'est d'essayer autant que possible et de raconter ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive pas à faire, ce que j'arrive à améliorer. Voilà, le tout de manière simple, amusante, déculpabilisante. Super. Et aujourd'hui, tu as réussi à faire quoi alors? Parce que ça fait quoi? Ça fait 1 an?
Oui, exactement. J'ai commencé en mai 2020. Donc, on arrive bientôt à 1 an du lancement de ce projet. Et écoute, en termes d'aventure, j'ai fait 3 vraies expéditions zéro. Alors, il n'y a pas vraiment de définition de ce qu'est une durée d'une expédition zéro, mais j'ai fait un défi en vélo de 6 jours pour commencer. Donc, à partir de mai 2020, à la suite du premier confinement, lors du déconfinement, j'ai fait 600 km, donc j'avais un petit peu triché sur la règle des 100 km. Mais ça m'a permis de lancer ce projet. Voilà, donc c'était 6 jours en vélo avec un vieux vélo retapé, en bivouac, en hamac parce que j'avais pas de tente, etc. là où j'étais confiné. Et après ça, j'ai fait une traversée des Alpes à pied, en mode randonnée, donc du lac Léman à Menton pendant 1 mois. Ça a été ma 2e expédition zéro, où j'ai un peu plus poussé le concept. C'était plus difficile, notamment sur l'aspect zéro déchet en montagne. Puis je suis passé à une 3e expé zéro en paddle, le long du canal du Midi, sur 250 km pendant 9 jours en septembre. Et tout ça m'a amené au défi Nettoie ton kilomètre, qui à l'origine devait être une 4e expédition zéro en courant dans les Bouches-du-Rhône, mais on a été confinés, et c'est ce qui m'a fait lancer cet autre aspect du projet, les défis citoyens, qui sont des défis encore plus accessibles au plus grand nombre pour pouvoir passer à l'action. D'accord, et Nettoie ton kilomètre, c'est la fameuse, activité de plogging qui vient de Suède, je crois, où on court et on se baisse pour ramasser tout ce qui traîne, sur son passage. Voilà, c'est ça. On peut le faire en courant, mais aussi en marchant. Moi, j'aime bien le faire en courant, et on prend en plus de ses baskets, des gants, un sac poubelle, et on ramasse les déchets rencontrés, soit dans son kilomètre si on est confiné, mais a priori c'est un sujet du passé, on l'espère, soit autour de chez soi, dans son quartier, dans sa Mmh. rue, là où on court, peu importe. C'est un petit geste, mais qui peut paraître inutile, mais qui a de la valeur, rien que tout simplement parce que ça peut rendre fier et ça inspire son entourage. Et puis quand quelqu'un fait ça, il a une prise de conscience écologique qui se déclenche, et souvent les gens ont aussi une place dans une entreprise ou en tant que citoyen dans une société, et donc ils ont un pouvoir d'agir autre que ramasser les déchets. Ouais, j'en profite pour dire qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Donc Oui, je rajoute ça pour ceux qui ne savaient pas. Hem, voilà. sur ces aventures, ce sont plutôt des aventures qui me semblent personnelles. Ça va alors peut-être pas en contradiction, mais pour moi, il y a un petit décalage avec ce que tu me racontais de ton envie de partager et d'éduquer, cette pédagogie que tu souhaites avoir. Est-ce que tu as pas l'impression qu'il y avait plus d'impact avec un projet comme Plastic Odyssey, je veux dire à échelle nationale, où tu discutais avec des décisionnaires, politiques et des entreprises de taille, internationale. Est-ce que tu penses que tu as plus d'impact aujourd'hui avec ton activité qui commence à se transformer en mouvement citoyen avec, notamment Nettoie ton kilomètre, mais est-ce que l'impact n'était pas plus fort, avec un projet de grande taille comme Plastic Odyssey? Écoute, ça se discute. J'ai pas la réponse exacte parce que j'ai pas de manière de quantifier ça. Mais pour moi, en gros, effectivement, j'ai fait mes aventures seul, et je l'ai fait, mes défis plutôt seul. Mais pour autant, je suis pas seul. C'est-à-dire que je raconte tout ça sur les réseaux sociaux, qui est un moyen de communication quand même hyper, même s'il est pervers sur certains aspects, il est quand même hyper puissant parce il peut toucher des gens bien au-delà de ses frontières et très rapidement. Et du coup, j'embarque avec moi des milliers de personnes qui suivent le projet. Et comme je suis seul à faire mes aventures, c'est assez simple et je peux créer du contenu de manière assez simple et rapide. C'est assez agile, je trouve, comme méthode de faire ça. Je sais que c'est limité. Alors, c'est pour ça un mouvement citoyen comme Nettoie ton kilomètre, c'est aussi hyper complémentaire et intéressant d'avoir cet aspect-là dans mon projet. Mais pour autant, moi, je trouve que rien que déjà en termes quantifiés sur les réseaux sociaux, mon projet versus un Plastic Odyssey, il y a déjà bien plus de visibilité aujourd'hui pour Expédition Zéro. Alors, c'est pas du tout prétentieux ou quoi, mais c'est juste quantifiable. Et donc, ça prouve que ça peut embarquer les gens, et je pense qu'on a vraiment des choses à faire avec les personnalités. C'est-à-dire que quand
un athlète comme Kylian Jornet se met à parler d'écologie, alors oui, il est seul, mais Kylian Jornet, il inspire énormément de gens, et il embarque dans son sillage des millions de gens. Si un Ronaldo demain le faisait, si les Kardashians, mais bon, c'est pas trop leur thématique, se mettaient à parler d'écologie, bah oui, c'est une personne, mais une personne suivie par 9. Enfin, en fait, ce qui est le plus suivi dans le monde sur les réseaux, c'est des personnes. Hein. C'est pas des entreprises ou c'est pas des structures, c'est beaucoup plus des personnalités. Et d'utiliser sa personnalité. Bon, alors moi, j'ai une personnalité tout à fait petite et très modeste, mais malgré tout, ça me donne une agilité assez forte pour multiplier les mouvements. La machine est moins complexe à mettre en place et à faire pivoter. Parce que Plastic Odyssey, moi aussi, j'étais un peu frustré dans certains débats et échanges avec des gens importants. Et surtout, on se retrouvait de temps en temps un peu liés à des financiers qui ont des attentes et qui imposent des contraintes à des projets comme Plastic Odyssey qui sont pas toujours hyper compatibles avec ses propres convictions. Moi, j'essaye de me détacher de ça, d'être un peu libre et d'avoir un peu de créer une sorte de personnalité de l'écologie. Et je pense que c'est puissant quand même, les personnalités aujourd'hui, des ambassadeurs comme ça. Ok. Le genre de projet comme le tien, non, je pense pas. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et puis aujourd'hui, si on prend le milieu du podcast, les podcasteurs sont des personnalités physiques et pas des personnes morales. Et effectivement, c'est comme ça que ça marche le mieux pour eux aussi, je trouve. Je voulais juste repartir sur le projet. Tu disais tout à l'heure, je suis pas un extrémiste de l'écologie. Le genre de projet comme le tien, avec qui implique de la sobriété, du zéro déchet, une consommation raisonnée, c'est souvent desservi. Je pense au niveau politique notamment. On en a vu beaucoup avec notamment les 180 heures de débat qu'il y a eu sur la loi climat. C'est souvent desservi par des termes comme écologie punitive, marche forcée. Toi, tu dis que tu n'es pas un extrémiste. Est-ce que tu t'interdis beaucoup de choses? Est-ce que tu as abandonné des passions ou pas du tout? En fait, j'ai rien abandonné totalement. C'est-à-dire que je ne serai jamais. Peut-être que je le serai. C'est peut-être. Non, faut pas que je le dise. Je le serai jamais. À l'heure actuelle, je ne suis pas genre marqué sur un mouvement de manière forte. Type, je ne suis pas végétarien et pour autant, je mange très peu de viande. Je ne dis pas que je prendrai plus l'avion. Pour autant, je l'ai pas pris depuis longtemps, mais bon, ça c'est aussi la situation. Je ne dis pas, voilà, que j'achèterai plus rien de neuf, mais je le fais presque plus. Donc voilà, en fait, moi, je me positionne vraiment dans un aspect de modération. Ça veut dire, je pense que si tout le monde diminuait un peu ces lois Pareto, là, enfin, sur les 80-20, il y a déjà beaucoup à faire sur le gros de la masse pour à l'échelle de chacun. Et on n'a pas besoin d'être extrême pour changer les choses. Si tout le monde était plus modéré à son échelle, ça changerait globalement tout déjà à l'échelle mondiale, ça aura un énorme impact. Et donc, effectivement, je me mets un peu en opposition avec ces mouvements qui font culpabiliser, qui mettent mal, parce que moi-même, j'ai emprunté ce chemin, notamment vers ma famille, en leur partageant des choses très anxiogènes, en étant un peu extrême dans mes propos. Et ça les a agacés, ça les a mis dans le déni et la colère et le rejet. Et moi, ça m'a blessé. Ça n'a pas marché, en fait. Je ne saurais pas quantifier, encore une fois, si cette approche que j'utilise aujourd'hui versus une approche plus punitive et plus efficace. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus agréable à vivre. Ouais. Voilà, elle est beaucoup plus agréable à vivre déjà. Et moi, j'ai pas envie de m'interdire des choses. Je trouve ça trop dur. Pour autant, j'ai envie de me modérer sur tout. Et c'est ça que je veux raconter. C'est soyons sobres, voilà, tout simplement. Essayons de faire mieux. Et surtout, j'essaye de le faire de manière, en commençant par moi, un peu à la Julien Vidal, hein, qui a inspiré, qui a un peu pour moi lancé cette vision de ça commence par moi sur l'écologie. En commençant par moi donc, et surtout en le faisant de manière amusante et positive. Parce que ça donne quand même plus envie. Et peut-être que les gens vont moins s'y mettre qu'en étant interdits, comme on a pu le voir sur une crise sanitaire qui a été le coronavirus, où en mettant des lois et des interdictions, des amendes, bon bah on met tout le monde au pas. Ça marche, on va pas se mentir. Après, ça marche peut-être de manière
sur une temporalité courte, mais ça fait aussi beaucoup de dégâts psychologiques et des dégâts, on va dire, annexes. Donc, moi, je n'encourage pas trop cette méthode-là. Voilà. Ok. Alors, dans The Big Shift, on se veut un peu pédagogue. J'espère que c'est réussi pour le moment, mais ça, c'est les auditeurs qui jugent. J'ai vu que tu étais animateur de la fresque du climat. J'en ai encore jamais parlé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, oui, avec plaisir. Alors, la fresque du climat, c'est assez passionnant. C'est Cédric Riggenbach qui a créé ça. Lui, il était directeur du Shift Project, qui est un think tank, une association liée à un cabinet de conseil Carbone 4 lancé par Jean Covici. Ça avait beaucoup de références, mais c'est Ouais. intéressant de voir d'où On ça essaiera de vient. mettre ça en description. Voilà, voilà. Donc, c'est des experts. Globalement, toutes ces personnes sont des experts du climat reconnus en France. Et Cédric avait envie il y a tous les 6 ans, il y a le GIEC, qui est un groupement international qui est détaché de l'ONU, qui sort des bilans climat, on va dire. Et ces bilans, ils sont assez indigestes. Et Cédric, il s'est dit, bah, moi, j'ai envie de populariser, de démocratiser cet état des lieux, en fait, de la situation du climat et du dérèglement climatique anthropique lié à l'homme. Donc, je vais créer un jeu, je vais créer une fresque qui se joue avec 42 cartes sur un grand paperboard ou en ligne, ça se fait très bien, ça dure 3 heures, on est en groupe de 5 à 10 personnes et on a du coup ce temps imparti pour replacer ces cartes sur une carte et créer des liens de cause à effet du dérèglement climatique anthropique. Donc on part des activités humaines, après on va passer par des choses comme euh, l'effet de serre, voilà, le forçage radiatif, le dégel du permafrost. Donc c'est plein de phénomènes qu'on connaît aujourd'hui qui sont très chaotiques en général dans nos têtes et peu compris. Et avec cette fresque, on va tout comprendre parce qu'on va placer soi-même les liens de cause à effet, on va lire les cartes, on va absorber toutes ces informations et à la fin de l'atelier, bah, on a une vision globale de ce que c'est le dérèglement climatique lié à l'homme, qui est quelque chose de bien réel pour tous les climato-sceptiques qui nous écoutent. D'accord, Voilà. donc l'idée, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit ou... Alors, c'est pas gratuit, mais c'est quasiment gratuit. Donc, il y a des gens qui les font en entreprise, là, c'est payant pour les entreprises. C'est le modèle économique. Mais si c'est un particulier, si c'est vous et moi qui souhaitez le faire, bah en fait on peut très bien le faire. On va sur le site, de l'association de la fresque, on s'inscrit et il me semble que c'est peut-être 5 ou 10 euros, voilà, quelque chose comme ça. D'accord. Et l'idée, c'est de comprendre, donc c'est constater les causes et les effets du changement climatique. Donc ça, c'est la fresque du climat. Et pour agir après avoir fait ce constat, il y a un autre atelier qui s'appelle 2 tonnes, et je crois que tu connais. Voilà, je viens de me former aussi à l'animation. D'accord. Ouais. Donc 2 tonnes, effectivement, c'est la suite logique de la fresque. La fresque, on comprend le problème. 2 tonnes, on agit. Tu l'as très bien résumé. Et donc, comment ça se passe? On fait en amont son propre bilan carbone dans sa vie de tous les jours, sur à peu près un an. Et on part après, c'est pareil, ça dure 3 heures, on est 5-10. On part chacun de son bilan carbone sur une courbe et on essaye pendant 3 heures de mener des actions individuelles ou collectives. Donc, c'est des actions fictives, mais qui sont tout à fait réalisables dans la vraie vie, comme manger moins de viande, rénover son appartement énergétiquement, faire une marche pour le climat. Donc, on fait des actions comme ça, on a des crédits pour ces actions, et on essaye, tant bien que mal, d'arriver à diminuer son impact carbone à 2 tonnes de CO2 équivalent par personne en 2050. Donc ça se passe, l'atelier, il simule un temps de maintenant à jusqu'à 2050. Et c'est D'accord. hyper intéressant parce que du coup, on fait tout le scope de c'est quoi les solutions aux problèmes et comment moi je peux agir à mon échelle, à l'échelle de mon entreprise et à l'échelle de mon rôle de citoyen dans mon pays. À savoir que la moyenne en France aujourd'hui, c'est 10 tonnes, je crois, de CO2 équivalent carbone en consommation. C'est ça, hein, je dis pas de Exactement. bêtises. Ouais. C'est exactement ça, oui. Sachant C'est un qu'on a petit un peu mix plus, je énergétique crois. Oui. majoritairement nucléaire, et donc ça aide beaucoup à le diminuer par rapport à la moyenne européenne.
Voilà, Euh, voilà, effectivement, on est plutôt bien placé en France. Bon, après, c'est un autre débat, le nucléaire, et c'est un autre sujet. Voilà. Alors, j'avais un dernier thème qui est très important en ce moment et j'aime bien en discuter et en parler aux auditeurs. C'est la loi climat et résilience, donc qui a été votée à l'Assemblée nationale avant-hier. Alors, il y a beaucoup de presse qui dit, bon, de presse et de groupements, notamment le Haut Conseil pour le climat, le GIEC, qui disent qu'elle n'est pas suffisante pour obtenir une réduction de 40% des émissions de GES avant 2030, ce qui était l'objectif initial, par rapport à 90. En plus, l'Union européenne vient de relever son ambition à 55% de diminution par rapport à 1990. Alors, qu'est-ce qui a manqué, à ton avis, par rapport à ce qui avait été proposé notamment par la Convention citoyenne pour le climat, qui était la base de cette loi, pour réussir à obtenir des objectifs qui soient atteignables? C'est compliqué de résumer ce qui est insuffisant parce que cette loi climat touche à plein de choses de notre vie quotidienne, autant sur comment on se déplace, comment on se nourrit, comment on se loge, comment on consomme, comment on travaille, comment on produit. Donc c'est très vaste, mais on va dire dans les mesures un peu phares, là où il y a eu des manquements, c'est typiquement sur les lignes aériennes. La Convention avait proposé ce qui avait été proposé, c'était d'interdire toutes les lignes aériennes lorsqu'un trajet en train de moins de 4 heures existe entre deux destinations, alors qu'aujourd'hui, c'est seulement moins de 2 heures et demie, ce qui a été voté. Donc, c'est pas du tout suffisant. Il y a aussi pas mal de problèmes, me semble-t-il, autour de la rénovation énergétique des bâtiments, sur l'interdiction des passoires thermiques, qui sont des bâtiments qui sont très mal isolés. Et je pense que là-dessus, si j'ai bien compris, c'est pas assez strict, la réglementation qu'ils veulent mettre en place et les temporalités sur ces interdictions-là. Il y a la notion de délit d'écocide, je peux pas expliquer très clairement sur ce qu'attendaient les citoyens, mais de ce que j'ai compris, la définition qui a été adoptée dans cette nouvelle loi, elle est loin d'être suffisante. Voilà, il y a d'autres choses. Il y avait eu pas mal de débats sur les publicités aussi, notamment sur les publicités concernant les SUV, qui en fait sont des véhicules extrêmement polluants et qui ne servent pas à grand chose parce que des 4x4 pour rouler sur du bitume, c'est juste que ça nous rassure et qu'on nous a vendu ça, mais en vrai, c'est énormément de pollution et d'extraction en plus pour construire ces véhicules qui sont lourds. Et je crois que la loi demandait qu'on interdise les publicités pour les SUV tout simplement parce que il faut pas inciter les gens à acheter ça, mais que le gouvernement a dit que la population, c'était trop tôt dans le cycle de vie des SUV, que c'était vraiment en pleine croissance cette activité et qu'il fallait pas trop la brimer. Donc ça, c'est des choses un peu incohérentes et surprenantes qui font que on va avoir du mal à atteindre nos objectifs en termes de réduction d'émissions parce que le transport routier, le transport aérien, mais aussi tout ce qui est consommation de viande, il y a eu des débats, donc l'élevage, tout ça c'est des postes extrêmement émetteurs d'émissions de CO2 et si on réduit pas drastiquement la voilure là-dessus, c'est intenable les nouveaux objectifs que l'Europe est en train d'imposer. Ouais, je crois qu'il y a eu plus de 1000 amendements qui ont modifié les textes, effectivement. Ok. Est-ce que tu as un conseil pour réduire notre impact environnemental au quotidien comme mot de la fin? Eh ben, encore une fois, j'ai pas un champ d'action spécifique que je recommande. Moi, je recommande vraiment de toucher à tout et Mmh. de réduire un peu la voilure sur tout, d'être sobre dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre. Donc c'est c'est pas de devenir végétarien du jour au lendemain, mais c'est diminuer la consommation de viande, de plus ou pas manger de viande rouge, enfin d'en manger en tout cas beaucoup moins parce que c'est la plus émettrice, de moins prendre l'avion, de se dire attends est-ce que j'ai besoin de prendre l'avion pour un week-end de 3 jours aux Baléares ou je sais pas où, mais de se garder ce privilège et ce plaisir parce que quand on a la chance de faire un vol, c'est aussi une belle expérience, ça faut pas se mentir, pour peut-être un voyage plus long. Si on a aussi ce privilège, bien sûr, de pouvoir faire ça. Mmh. Voilà, de toujours
de toujours un peu réfléchir, de se poser ces questions en amont de l'acte d'achat ou d'expérience en ai-je vraiment besoin ou est-ce que je peux pas le faire différemment? Parce qu'il faut pas que ce soit non plus une souffrance, mais déjà de le faire un peu différemment, de se rendre sur place à un endroit en partant un peu plus tôt pour y aller à vélo plutôt qu'en voiture, parce que j'ai pas besoin de transporter des charges qui nécessitent de déplacer une voiture d'1 tonne et que je peux le faire en vélo. La manière dont j'achète des vêtements, il y a beaucoup de pubs qui nous poussent à acheter une nouvelle collection, mais en vérité, dans les fripes, il y a des choses géniales et puis finalement, en fait, on n'a peut-être pas besoin de le remplacer, ce pull qui nous va plus bien, qui est peut-être plus à la mode. Donc voilà, c'est plein de petites actions comme ça de penser à sa consommation. Je pousse aussi les gens à adopter la démarche du nettoie ton kilomètre, de prendre ce réflexe quand vous allez à la boulangerie, à l'école, peu importe, on va faire du sport, de ramasser ne serait-ce qu'un déchet par jour, comme le nom de l'association marseillaise qui fait ça et que j'aime beaucoup. Donc un déchet, c'est rien, mais en fait, c'est beaucoup parce que c'est une vraie prise de conscience. Voilà, c'est des petits gestes. Le faire de manière progressive, sans se punir et modérée, pour moi, c'est la plus douce et agréable des manières. Je ne sais pas si elle va changer le cours de l'histoire, mais en tout cas, déjà, ça fait du bien. Ok, merci beaucoup Benjamin, c'était un grand plaisir de t'avoir sur The Big Shift. Merci beaucoup Xavier, ravi d'avoir pu échanger avec toi. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift, j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne, c'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés, alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.